Aujourd'hui, le temps est compté. On est dans un processus qui, si on ne fait rien, va être de pire en pire. Plus ça va avancer, plus on va être dans une crise existentielle forte. Je suis nostalgique. Pourquoi ? Ma vie personnelle, je passe beaucoup de temps dans la nature. J'ai vu changer mon environnement. J'ai pris conscience de l'état de la planète, de l'état de la nature, de la faune, de la flore, du désastre de la perte de la biodiversité, etc. Ça m'a mis dans une profonde tristesse. Mais aujourd'hui, je ressens tous les jours, au quotidien, cette tristesse. Et je crois que c'est un des moteurs peut-être les plus forts de mon engagement. Ça et le fait d'être aussi un jeune papa, voilà, avec une petite fille de 2 ans et demi. La réflexion que j'ai eue m'est venue principalement de mes enfants qui m'ont transmis ces questions-là sous la forme d'une urgence il y a quelques années. On était vraiment les exemples des grosses empreintes carbone et on se pliait à certains modes de fonctionnement qui étaient que, par exemple, il valait mieux aller vérifier soi-même quelque chose sur place. Il y a une incohérence globale qui est de se réveiller le matin en voulant faire quelque chose qui consomme de l'énergie. Et avec l'idée d'ajouter un objet au monde d'objets qui nous entoure, il y a quelque chose d'important aussi, c'est de prendre conscience que l'objet d'art n'est pas à l'écart. Lui aussi est produit et il implique de la consommation de matériaux, de fossiles. Et ajouter un objet, c'est prendre une responsabilité, qui est une responsabilité artistique, mais qui est aussi une responsabilité environnementale. La Biennale de Venise est un événement majeur de l'art. Ça lui donne une forme de responsabilité parce que c'est un levier extrêmement fort d'identification et d'exemple pour mener une action. L'impératif écologique, ça représente l'une des priorités transversales que je me suis assignée, que j'ai assignée à mon équipe pour mon mandat à la présidence de l'Institut français. Moi, je pense qu'on est beaucoup à se questionner en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire et on ne sait pas par où commencer. Et finalement, souvent, on abandonne quand on se pose cette question. En fait, parce que ça veut dire aussi quand même changer de façon de vivre, prendre du temps, se renseigner, comprendre. C'est très compliqué. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est d'enclencher cette réflexion. Et de l'enclencher en se disant, c'est pas la catastrophe et donc je mets ma tête dans un trou comme une autruche. C'est pas, je dirais, tellement technique que j'y comprends rien, etc. Parce que les deux sont vrais aussi. Les deux sont vrais aussi. C'est quelque chose qui s'impose à nous, qui s'impose à moi, en tant qu'être humain, en tant qu'habitant de cette planète. Ça s'impose à moi. Et donc, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Même si je ne peux pas tout faire, je peux faire quelque chose. On travaille ensemble depuis un peu plus de 10 ans autour de thématiques et notamment la question de la montée des eaux qui est très présente dans le projet Les Guetteuses. Les Guetteuses, c'est différemment de la Biennale de Venise, c'est pas un projet institutionnel, c'est un projet artistique qui s'est développé dans le cadre d'un projet plus large qui s'appelle Monde Nouveau et opéré par le ministère de la Culture, le Conservatoire national du littoral. C'est une histoire dystopique où on imagine que l'océan a monté comme ça, dramatiquement. On sait que c'est pas comme ça que ça va se passer, mais que l'eau monte quand même, notamment sur nos littoraux bretons. C'est une histoire de transmission, donc de transmission entre générations autour de ces questions de crise écologique, de quel monde on laisse aux générations suivantes. Actuellement, il y a plein d'artistes, plein de penseurs et de penseuses et de chercheurs et de chercheuses et de personnes qui font des choses qui sont nourries par l'urgence de la crise et l'urgence de ne pas continuer à faire comme avant. Dans toute cette énergie qui est dépensée personnellement pour faire des choses, je ne pourrais pas envisager que ça ne soit pas dirigé vers ces questions-là, à ces drames, quoi. Que ce soit l'extinction, que ce soit les déplacements de population massifs, que ce soit tous ces espaces qui vont être complètement bouleversés. Et voilà, le spectacle propose une sorte de déambulation dans ces questionnements à la fois intimes, personnels, collectifs et environnementaux. C'est un défi qui est bien plus grand que nous et il faut que chaque
action, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, qu'elle soit au titre des personnes physiques, des personnes morales, au titre des pays, elle puisse s'enclencher. Nous, on accompagne l'Institut comme producteur délégué du pavillon dans ses missions de maintenance, d'exploitation, de production du projet artistique. Le pavillon français, c'est la représentation de la présence artistique culturelle, une année de l'architecture, une année des arts visuels. Et là, on inaugure aujourd'hui la présence art visuel, la représentation française, le projet de Zineb Sedira, qui est un projet art visuel. CETEC, c'est un des grands bureaux d'études français qui a mis en place depuis de nombreuses années une filiale CETEC Environnement Énergie, spécialisée dans l'ingénierie énergétique. L'objectif fort auquel on doit répondre ensemble, et grâce à vous et grâce à vos expertises, métiers, c'est de limiter l'impact énergétique de ce bâtiment. Ce bâtiment est, on le voit, en dehors de tout projet artistique, est une passoire thermique. Après, il pose d'autres difficultés, d'autres contraintes, mais notre objectif, c'est de réduire son impact énergétique, de réduire son empreinte carbone. Et pour ça, voilà, il faut optimiser le bâtiment. L'objectif, c'est effectivement d'inscrire le bâtiment dans une démarche de neutralité carbone. Et c'est cette neutralité carbone-là qui va permettre, au niveau de la Terre entière, de maintenir l'élévation du niveau de température qu'on observe à 1,5 degré supplémentaire. Donc c'est un objectif planétaire qui se transcrit au niveau de chacun des projets qu'on est censé mener. On sait très bien qu'on peut mettre en œuvre des technologies efficaces avec des résultats immédiats. Celles-là, on pense qu'on va les proposer de fait. Et puis, on va aussi s'intéresser à des démarches qui vont être plus lourdes. Et donc, on va essayer de répondre aujourd'hui et aussi d'essayer de préfigurer demain. Il faut trouver une sorte d'équilibre entre la motivation de faire des choses et l'économie, la sobriété. Lui remettre un peu de matière avant de le flouter peut-être. Ça c'est le scan réaliste. Donc, Par exemple, nous, on a changé de banque, on a changé de véhicule, on a changé d'abonnement. Sur les trajets en avion, j'ai dû réduire de 3/4, voire plus. Je m'accorde un voyage par an. Et puis, ça a une conséquence qui est plus éthique ou politique, c'est-à-dire que nous, ici, on travaille sous mon nom. Les choses et les objets qui sortent de l'atelier sont des œuvres dont je suis l'auteur. Mais ça me paraît important, même si les autres ne sont pas des auteurs, qu'ils soient impliqués dans la chaîne de fabrication. La première chose qu'on fait, c'est la fresque du climat, qui est de savoir, par exemple, quand on commence un travail de réflexion dans une équipe, qu'on partage bien le même objectif. Et ce qui manque souvent dans la plupart des environnements professionnels, par exemple, c'est qu'il n'y a pas cette identification d'une volonté collective. Il y a une volonté individuelle, néanmoins, qui est très présente. Et dès qu'on le pratique, il y a une discussion qui commence et il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile que ce que je croyais. Je pense qu'il y a vraiment plus de gens concernés qu'il n'y paraît. Le repas collectif, c'est quelque chose qui s'est instauré assez naturellement. Et moi, j'aime bien faire la cuisine. Et puis, c'est un moment aussi où on a un continuum entre le temps du travail et le temps du repas. Disons que c'est un moment plus détendu. On ne se fixe pas tellement de règles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pensais qu'on allait parfois devoir dire « bah non, on ne parle pas de boulot à table » ou en fait, je ne sais pas de quoi on parle d'ailleurs. Je crois qu'on parle de nourriture. Tu sais, on parle toujours de plats à table en France, j'ai remarqué, d'autres choses qu'on pourrait manger. Je pense qu'il y a aussi une compatibilité entre le fait d'avoir cette forme de sobriété et une forme d'ivresse.
C'est aussi la chance de notre métier, c'est à travers le faire, de pouvoir prendre du plaisir à changer les attitudes, à changer les façons de faire, voilà, à changer les approches. Et le projet des guetteuses, ça a permis de se souder autour d'une démarche, être dans un cas pratique et de prendre du plaisir à faire les choses différemment. Et en plus de ça, à s'apercevoir que là, on avait radicalement changé le modèle de production et on était dans un projet extrêmement faible en termes d'impact. Alors pour apporter le matériel là pour le spectacle, on a choisi de faire appel à une charrette hippotractée. Ça permet de préserver le lieu qui est interdit aux véhicules motorisés. Ça permettait effectivement d'être cohérent de bout en bout à la fois sur le contenu du projet et sa mise en place. L'idée, c'est d'avoir une installation qui passe au-dessus des spectateurs, ou en tout cas qui signale un peu un niveau de la mer qui soit au-dessus des spectateurs. Et donc d'avoir une structure comme ça qui puisse recouvrir, tu vois, qui soit au niveau du sémaphore. L'eau est montée, donc les spectateurs, donc nous, et tout le monde contemporain est sous l'eau. Donc forcément les spectateurs d'aujourd'hui sont sous l'eau. Les spectateurs appartiennent à un passé, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément morts, ça veut dire qu'ils sont métamorphosés là en l'occurrence. Et ça veut dire qu'ils participent autrement d'un paysage qu'ils ont marqué, dans lesquels ils ont laissé des traces, qui sont parfois morbides d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas de travailler sur les questions de culpabilité non plus. C'est un dialogue d'une mère avec sa fille. La mère a la fonction particulière d'être oreille d'or, donc c'est-à-dire qu'elle est analyste acoustique. Elle écoute le paysage et elle est censée archiver les sons, les classer, les étiqueter, dans l'idée d'archiver un peu l'ensemble des sons du vivant et qu'elle envoie, on ne sait pas trop où. Et donc le spectacle commence le jour où elle transmet ce rôle-là à sa fille, puisqu'elle va partir. On ne sait pas trop pourquoi, comment, où. J'ai déjà bien en tête la signature acoustique du saule que tu évoquais tout à l'heure, mais j'ai du mal à visualiser ce qu'est un arbre. Et donc ça va être l'occasion de poser des questions sur notre rapport aux environnements, à l'ensemble de la sensorialité qu'on peut avoir avec les paysages, dans un lieu comme ici qui est un espace protégé, avec tout un ensemble d'espèces qui font de la nidification, qui habitent cet espace. Et avec Fabien, la plupart de nos projets sont vraiment intéressés par comment est-ce qu'on cohabite en tant qu'espèce humaine avec d'autres formes vivantes. J'ai fait une résidence à Marseille sur la bioluminescence, qui est une thématique sur laquelle je travaille depuis le début de ma thèse, pour créer des sphères bioluminescentes. C'est une grosse sphère de 40 cm de diamètre en plexiglas dans laquelle j'applique un milieu nutritif qui va être colonisé par les bactéries qui, quand elles sont en nombre suffisant, du coup émettent une lumière que nous, humains, on peut percevoir, quoi. Et donc ces sphères sont une autre entité vivante qui participe au spectacle, un autre personnage non humain qui a un rôle important. Et en plus ça marche, quoi. Donc à l'écran c'est très fort et c'est super que les bactéries aient pu accepter ce rôle d'interprète. Dans le champ de la culture, on a cette double approche. On a une approche comme dans l'ensemble de la société d'impact direct. Voilà, on a une production, Xavier l'a dit, en tant qu'artiste, en tant que producteur. Et puis, on a un rôle sociétal, puisque la culture est un driver majeur de la société et d'une civilisation. Et donc, en ça, elle diffuse des messages multiples. C'est vraiment important de montrer une sorte d'exemplarité. Et puis d'entraîner tous les autres à notre suite. C'est le monde entier qui défile à Venise, hein. Donc nous, on commence avec notre pavillon, et c'est déjà quand même très fort, même si en effet l'urgence écologique est telle qu'il faudrait que tout le monde puisse avancer très fortement maintenant, là tout de suite, et déjà en fait hier. Mais on fait ça, et je trouve que déjà ça oblige les gens à se poser des questions. Et je pense qu'en proposant des actions concrètes, en plus nous, en proposant le pavillon français, cette trajectoire bas carbone, on peut dire voilà comment nous avons fait. Et finalement, nous l'avons fait et c'est donc possible. En espérant qu'on y arrive, je touche du bois, parce qu'on s'est fixé des objectifs ambitieux, mais je pense qu'il faut l'être. Donc on a enclenché les choses et on va continuer.
En réfléchissant sur ces questions-là, je me sens beaucoup moins sûr de moi qu'en n'y réfléchissant pas. Donc moi, je cherche pas à convaincre aussi parce que je sais pas. Donc je pense qu'il y a aussi une manière, c'est un peu comme dans l'éducation, plutôt que d'avoir des principes, de les appliquer, d'en faire démonstration, etc. Je pense qu'il faut juste travailler et puis dire aux gens, non, là, je peux pas venir. Et ils me disent pourquoi, et je dis parce que j'essaye de faire un grand voyage par an. Je pense que c'est important que ces récits-là soient un peu partout aujourd'hui, mais en fait ils le sont parce que tout le monde a envie de lire, de voir des choses qui parlent de ces questions-là. Mais ça reste un petit geste et je pense que c'est pas les petits gestes qui changent les choses. Après, voilà, ça veut pas dire que tout est acheté, tu vois. Mais je pense par contre qu'il ne faut pas surestimer l'impact de ces récits. Sinon, en fait, les choses auraient déjà changé, puisque, comme on le disait, des récits sur des catastrophes écologiques, il y en a depuis toujours, en fait. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une puissance magique des récits qu'on sous-estime. Je te laisserai avec cette idée-là. C'est un rêve, un beau rêve.